Voilà quelques informations qui vont permettre de bien commencer le chapitre suivant. Il faut une introduction historique à ce chapitre. On est à la fin du XIXe siècle et dans la communauté scientifique, il y a une idée qui est partagée par tous, ou presque. C'est l'idée suivant laquelle toute onde a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc par exemple, les ondes lumineuses qui se propagent entre le Soleil et la Terre ont besoin de ce qui est communément appelé un vent d'éther, un milieu matériel, pour se propager. Alors pourquoi est-ce que cette idée est si répandue à l'époque? C'est par analogie avec les ondes mécaniques. Tout le monde pense qu'il faut un support sur lequel l'énergie doit s'appuyer pour passer d'un point A à un point B. En fait, c'est entendu que le son fonctionne de cette façon-là, c'est entendu que les ondes à la surface d'une rivière ou d'un lac ou d'une flaque d'eau se comportent de cette façon-là. Donc, par extension, tout le monde pense que les ondes lumineuses ne font pas exception et se propagent dans un milieu un petit peu imaginaire, un petit peu difficile à décrire, mais qui est appelé vent d'éther. De quoi est constitué l'éther? Alors là, personne ne se lance. Et il y a une personne clé du chapitre 13 qu'on va rencontrer bientôt, qui va proposer quelque chose de totalement innovant sur ce vent d'éther. Alors, puisque la Terre progresse dans ce vent d'éther, elle est associée à une vitesse v. Alors, ce schéma est représenté pour une certaine saison. Si on revient 6 mois plus tard, la Terre est en face sur son orbite et la vitesse v serait de sens opposé. Et ça va avoir une réelle importance dans la suite que de considérer que la Terre a une vitesse qui change de sens suivant la saison à laquelle on se situe. Dans ce contexte historique, il y a deux personnes importantes qui s'appellent Michelson et Morley qui ont l'idée de fabriquer le dispositif suivant. Le but de cette introduction, c'est d'expliquer un petit peu mieux ce qu'est ce dispositif. Ce dispositif s'appelle un interféromètre, donc de Michelson et Morley. Il est constitué d'une source lumineuse qui envoie un rayon unique. Mais ce rayon unique, il arrive sur ce que l'on appelle une lame semi-réfléchissante. C'est une lame qui a pour propriété de réfléchir la moitié de la lumière qui lui est envoyée vers un premier miroir et de laisser passer l'autre moitié de la lumière qui lui est envoyée vers l'autre miroir. Les miroirs sont parfaits, ils renvoient l'intégralité de la lumière qui leur a été envoyée. La lame semi-réfléchissante agit de nouveau et laisse une portion des deux rayons lumineux issus des miroirs 1 et 2 parvenir sur un détecteur. Ce détecteur, il va permettre de détecter un phénomène auquel on s'attend, qui s'appelle un phénomène d'interférence. Si jamais les deux parties de l'interféromètre ont la même longueur, alors les deux ondes qui sont issues d'une même source ont parcouru strictement le même chemin lorsqu'elles arrivent sur le détecteur, et alors on ne détecte aucune interférence. Dit autrement, on détecte une situation pour laquelle l'onde qui a suivi le chemin 1 et l'onde qui a suivi le chemin 2 ont suivi strictement le même chemin. Il ne se passe rien de très intéressant, les ondes arrivent en phase, se superposent constructivement, et sur le détecteur, on voit de la lumière. Bon, mais si la théorie du vent d'éther est exacte, en fait le point de vue qu'on a adopté jusqu'à maintenant, ce point de vue-là, est incomplet. Si la théorie du vent d'éther est exacte, la vitesse de la Terre est à ajouter à la vitesse de la lumière pour envisager correctement l'expérience de Michelson et Morley. En fait, la lumière est lancée sur la Terre qui elle-même est lancée par rapport à l'éther. Donc en réalité, la lumière parcourt pour rejoindre le miroir 2 un chemin qui, à l'aller, est très court, atteint le miroir 2, mais le miroir 2, et c'est pour ça qu'il est ici grisé, en fait il est en train de progresser vers la droite. Et donc le chemin au retour sera allongé par rapport au chemin à l'aller. Et puis, point de vue de l'autre rayon lumineux qui a percuté la lame semi-réfléchissante en grisé dans la première position,
quand le rayon lumineux issu de la source a percuté la lame semi-réfléchissante, il s'est mis à monter. Alors à monter en ligne droite, mais vers un miroir émain qui lui-même se déplace. Et puis ensuite, il est redescendu. Il est redescendu en ligne droite, mais vers une lame semi-réfléchissante qui, elle, se déplace. Donc en réalité, on voit que si la théorie de l'éther est cohérente, alors à la place du détecteur que l'on serait amené à placer ici, on verrait sans doute pas des interférences constructives comme on l'avait anticipé dans un précédent point de vue. On verrait en fait des ondes qui ont parcouru trajet rouge et trajet vert des distances différentes, et des ondes qui parcourent des distances différentes, c'est a priori des ondes qui interfèrent destructivement, ou du moins c'est plus difficile à prévoir a priori. Mieux que ça, si la théorie de l'éther est correcte, 6 mois plus tard, une fois que la Terre s'est déplacée de la moitié de la longueur totale de son orbite autour du Soleil, alors, si on reprend l'expérience que l'on a décrite ici à l'instant, eh bien, la vitesse 6 mois plus tard, elle est dans le sens opposé, et donc il faudrait opposer entièrement le trajet des rayons lumineux, et il faudrait donc, 6 mois plus tard, s'attendre à un résultat sur le détecteur encore différent. Bref, l'expérience de Michelson et Morley devrait donner un premier résultat à cette date-là, puis un deuxième résultat à cette date-là, puis un troisième résultat à cette date-là, puis un quatrième à cette date-là, etc., etc., etc. L'expérience observée sur le détecteur, donc des taches lumineuses, devrait voir leur organisation sur un écran, les taches lumineuses, on les observera sur un écran blanc, devraient changer d'aspect chaque jour de l'année, et ça devrait pouvoir se reproduire une première, une deuxième, une troisième, une 10e fois. Dans l'activité du livre, page 260, l'expérience de Michelson et Morley vous est proposée avec un schéma qui correspond à celui que je viens de vous décrire. Les deux distances qui sont mentionnées dans cet exercice, la distance L1 et la distance L2, auraient dû être écrites. En fait, la distance L1 et la distance L2, on ne va pas vous demander de les retrouver, on s'en occupera dans une prochaine activité. La distance L1, c'est la distance parcourue par la lumière par le trajet 1, cette distance plus cette distance. La distance L2, c'est la distance parcourue par la lumière sur ce trajet 2. La distance aller plus la distance retour. Ces deux distances, vous les prenez telles quelles, elles vous seront utiles dans la question B, mais vous ne cherchez pour l'instant pas à les redémontrer. Vous allez aboutir à des choses peut-être un petit peu surprenantes à l'issue de cette première activité.